C'est la fin de l'après-midi. Le soleil se couche sur un monde dévasté. Au bout de la route, un énorme dosimètre. Cet appareil qui sert à mesurer la radioactivité qui fait désormais partie du paysage, imposant à tous son règne lourd, obtus et indifférent. Il faut essayer de réduire l'irradiation. Et pour ça, il y a un certain nombre de choses à faire chez vous. D'abord, vous pouvez prendre des bouteilles en plastique, les remplir d'eau et les poser sur le bord des fenêtres. Les bouteilles carrées de 2 litres sont très bien. Ensuite, si vous pouvez, essayez de faire dormir l'enfant plutôt au rez-de-chaussée qu'au premier étage. Et au milieu de la pièce, c'est encore mieux. Car c'est là que la radioactivité est la plus basse. Dehors, plus on est proche du sol, plus c'est radioactif. Mais dans la maison, c'est le contraire. Parce que le césium sur le toit augmente le taux de radioactivité dans la pièce. Ainsi vivent les habitants de la région de Fukushima, s'efforçant de voir l'invisible, de capturer l'insaisissable dans les mailles d'une existence qu'on hésitera désormais à appeler une vie. Quand la lune passe à l'ouest, l'ombre des fleurs de cerisier s'allonge vers l'est, écrivait le poète Buzon. Mais aujourd'hui que les pétales emportés par un vent radioactif retombent sur un sol lui-même contaminé, c'est une autre sorte d'ombre qui gagne. Dans une apathie quasi généralisée se dessinent les contours d'un monde où doucement, banalement, la pollution radioactive s'intègre à nos modes de vie. Je pense que nous assistons à la chute d'un système économique et politique désormais archaïque. Toute cette année, en me rendant aux manifestations antinucléaires, j'ai eu la conviction que la structure sociale du Japon avait changé. Nous ne sommes plus à une époque où le gouvernement finit toujours par résoudre les problèmes et où nous subissons passivement la conjoncture économique. Nous avons franchi un seuil
Et maintenant, les mécontents s'indignent et le font savoir. La donne a changé, et tout le monde le sait. Tout ceci était latent depuis le début des années 2000. Et la catastrophe nucléaire de Fukushima a vraiment été le déclencheur de cette prise de conscience. Sur près de 500 km, le tsunami a frappé les côtes de l'archipel. Banques, hôpitaux, commerces ont été rayés de la carte. Hangars, maisons, temples, forêts de pins rouges et de pins noirs ont été engloutis. Des bateaux emportés jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres, éventrant tout sur leur passage. Des villes entières ont vu leurs installations portuaires, agricoles et industrielles emportées par la vague. Certaines ont purement et simplement disparu. Le long de la côte, des stèles ponctuent le paysage. Certaines sont vieilles de plus de 600 ans. Ce sont des marqueurs de mémoire. Elles sont là pour rappeler que la vague d'un tsunami est arrivée jusqu'ici. Et pour certaines d'entre elles, sonnent comme un avertissement. Il ne faut surtout pas construire plus bas. Autrefois, après un tsunami, on disait que les gens retournaient vivre sur les hauteurs. Mais au fil du temps, au fil des générations, les maisons se sont reconstruites en descendant toujours plus vers la mer. On finit par oublier, n'est-ce pas? Et même si cette fois encore, les gens migrent loin des côtes, avec le temps, ils vont finir par oublier. Il faut transmettre pour que ça ne soit pas oublié, peu importe les maisons, mais ce sont les gens surtout. Il ne faut plus qu'il y ait de morts. Si la mer est radioactive, c'en est fini de la pêche. Et s'il n'y a plus de pêche, cette région n'a plus de quoi vivre. Alors, elle deviendra
inhabitable. L'accident nucléaire de Fukushima a provoqué une forte contamination du milieu marin. Dans les journées les plus critiques, les vents soufflaient vers le Pacifique. Les rejets de césium-137 ont été estimés à 27 millions de milliards de becquerels, la plus forte pollution radioactive maritime jamais observée. Fukushima, c'est d'un côté la victoire de la modernité et de la civilisation. Car c'est la technologie la plus sophistiquée jamais mise au point dans le domaine énergétique. Tout le savoir-faire de l'humanité y est cristallisé. D'un autre côté, avec la technologie la plus pointue qui ait jamais été élaborée dans l'histoire de l'humanité, nous libérons un potentiel de catastrophe qui échappe tant à notre capacité d'entendement qu'à notre réactivité politique. Nous avons là comme un visage de Janus, et c'est ce que j'appelle la société du risque planétaire. L'accident nucléaire de Fukushima a eu lieu le 11 mars 2011. Vers 3h moins le quart de l'après-midi, se produit un tremblement de terre de magnitude 9. Moins d'une heure après, un tsunami de 15 mètres ravage le site de la centrale, réduisant à néant le dispositif de refroidissement. C'est le début d'une longue série d'erreurs et d'atermoiements. Par mensonge, ignorance, omission ou calcul, la plupart des responsables scientifiques et politiques vont tenter de minimiser la situation plutôt que de réduire les risques. Le jour même, le gouvernement japonais déclare l'état d'urgence nucléaire et le lendemain, 110 000 personnes sont évacuées dans un rayon de 20 km décrété zone interdite. Plusieurs centaines de milliers d'autres suivront dans un rayon de 30 km, parfois même au-delà. La ville de Namie, qui comptait 22 000 habitants, est devenue en quelques heures une ville fantôme. La centrale accidentée se situe ici. Et 5 km plus loin, en ligne droite, voici la ville de Namie. Et tout ça, c'est la commune de Namie. C'est ici que le bâtiment a explosé et a déversé les substances radioactives. Ce jour-là, les vents ont poussé le nuage radioactif dans cette direction. Nous, le 12 mars, nous nous sommes réfugiés là, dans la mairie annexe, à 27 km de la mairie principale. Je suis révolté, parce que dans la nuit du 11 mars, Speedy, le système de prévision d'information d'urgence environnementale, était actionné. Les fonctionnaires du ministère des Sciences, eux aussi, de leur côté, avaient repéré notre zone et avaient établi point par point un tracé de la radioactivité. Les résultats de ces deux suivis concordaient. Et au même moment, nous étions sur place, tous présents à la mairie. Nous étions restés là pour travailler. Alors, je ne comprends pas pourquoi personne n'a pu nous prévenir. Personne ne nous a dit combien les radiations étaient élevées. Pourquoi nous n'avons pas été informés du danger? Les communes voisines ont été contactées, mais nous,
Parce que nous n'étions pas dans la zone d'évacuation directe de la centrale, nous avons été ignorés. Et c'est un drame. Parce que maintenant, nous sommes irradiés. Les retombées radioactives ont une densité très variable sur une superficie rapprochée. C'est ce qu'on appelle la peau de léopard de la radioactivité. En fonction de plusieurs facteurs tels que la direction des vents, le taux de précipitation, le relief, les dépôts radioactifs sont plus ou moins importants d'une zone à l'autre. Ici, c'est 5,3 microsieverts par heure. Je hais. Je déteste le nucléaire. Vraiment, vraiment. Je n'arrête pas de penser qu'on a inventé une chose effroyable. Tout est mauvais dans le nucléaire. C'est un vrai désastre. Mais un désastre fabriqué par l'homme. L'homme est bien stupide. Sans aucun moyen de maîtrise. Il a fabriqué un monstre pareil en prétextant une sécurité absolue. La sécurité absolue, c'est un mythe. Madame Sato, en coupant quelques fleurs dans son jardin pour s'en faire un bouquet, absorbe en proportion du temps passé autant que la dose admise pour un travailleur du nucléaire. L'argent, ce n'est pas l'argent qui pourra réparer. L'argent ne peut rien. Et pourtant, qu'est-ce qu'on peut demander à part de l'argent? Ce qu'on veut, c'est que tout soit comme avant. On veut qu'on nous rende notre vie tout de suite. Mais c'est impossible. Alors on parle d'argent et on ne peut pas arriver à s'y faire. On peut remplacer les choses matérielles avec de l'argent, mais pas ce qu'il y a dans le cœur, pas ce que nous avons perdu. Au cours de la semaine qui a suivi l'accident, je me suis sans cesse demandé jusqu'où cette catastrophe menaçait d'empirer. J'ai été amené à envisager le pire des scénarios. Parfois, j'y réfléchissais seul, parfois entouré d'experts. Un jour, un expert m'a déclaré qu'il ne fallait pas écarter l'hypothèse d'évacuer la capitale, Tokyo, et ses environs. Soit une évacuation de plus de 30 millions de personnes. Cette possibilité a été évoquée.
C'est le genre d'événements dont je dirais qu'ils ont une fin ouverte. Ce sont des catastrophes illimitées dans le temps, dans l'espace et dans le social. C'est pour ça que, même en prenant appui sur des statistiques, par exemple, nous avons du mal à appréhender le nombre de morts et de blessés que cela entraîne. Pour pousser le raisonnement, on peut dire qu'aujourd'hui, plus de 25 ans après Tchernobyl, toutes les victimes de cet accident ne sont même pas encore nées. Même pas encore nées. Toute cette année, on a dû faire face à la réalité. Mais c'était impossible, on n'arrivait pas à accepter tout ça. On ne voulait pas l'accepter. Comment expliquer? C'est difficile d'exprimer cela. En fait, ce que je veux, ce que nous voulons tous, c'est rester le plus près possible de notre ville natale, de chez nous. Quand on s'est inscrit pour les demandes d'hébergement, ce sont les maisons les plus proches de la zone interdite qui ont été le plus demandées. C'est parce qu'on ne veut pas s'éloigner de chez nous. On y retourne juste pour voir. On a beau savoir que c'est dangereux, on a tellement de chagrin qu'on n'arrive pas à s'arracher du pays. Je crois que c'est ça, au fond, l'explication. Ma fille m'a proposé d'aller chez elle à Tokyo. Mais je ne pourrais pas vivre dans le béton. Je veux rester tout près. Je suis d'ici. C'est ça. C'est le pays. Les gens sont conscients du danger, mais ils ont besoin de rester près du pays. Le pays, c'est nous. TEPCO. On parle toujours de TEPCO. Bien sûr, cette compagnie est coupable. Mais par-dessus tout, il y a le gouvernement qui a donné son aval pour le nucléaire. Il a prôné la sécurité absolue sans fondement, simplement motivé par le gain, par la course au profit. Le gouvernement n'a pas voulu penser aux vies qu'il mettait en danger. C'était secondaire. Il a échangé nos vies pour de l'argent. Il a vendu la vie. Et la conséquence, c'est que nous souffrons et que nous allons encore souffrir pendant très longtemps.
夕暮れを見つめる権利を奪う。人類は時に人類が朝の空にウインクする権利を奪う。人類は時に人類がふるさとで生き抜き死する権利を奪う。人類をどこへ到着しどこへ出発しようとしているのか。無人の発電所で働き続ける無人ロボットはそれが不思議で仕方がない。木礼。Aux retombées du nuage qui a survolé le Pacifique, se sont ajoutées des tonnes d'eau radioactive qui se sont déversées de la centrale vers la mer, des fuites innombrables dont on n'est même pas sûr aujourd'hui qu'elles soient tout à fait colmatées. À Watari, à une centaine de kilomètres au nord de la centrale, c'est la pêche du début du printemps. Plus d'un an après, malgré l'effet de dilution propre au milieu aquatique, la forte contamination persiste, qui remonte des sédiments, du plancton et de la faune des fonds marins jusque dans la chair des poissons via la chaîne alimentaire. Là, on est à 96 becquerels. Alors ça, on ne peut pas l'apporter au marché. Quand ça dépasse 80 becquerels, c'est interdit à la vente. TEPCO, l'opérateur de la centrale, indemnise les pêcheurs de poissons radioactifs en fonction du poids de la prise. Les poissons sont rejetés à la mer. Quand on donne une autorisation d'une toxicité, ou d'une charge du lait de tant de becquerels, et le riz tant de becquerels, et les poissons tant de becquerels, les gens qui mangent, ils mangent tous ces becquerels les uns après les autres. Quand on vous donne des chiffres, il faut dire ça s'adresse à qui? Si ça s'adresse à moi, alors ça va bien. Il n'y a pas de souci, j'ai 84 ans. Mais si ça s'adresse à un enfant de 2 ans, c'est inacceptable. Donc il ne faut être pas trop simpliste. Les choix et les limites qu'on place, ce sont des limites commerciales et pas médicales. En principe, le césium, il faudrait 0 becquerel. Ça, c'est propre. Tsunami
Après le tsunami, pour moi, c'était travailler et travailler pour remonter la pente. J'ai travaillé de toutes mes forces. Mais je me demande ce qui va se passer avec cette radioactivité. Au marché, ils ne me prennent pas les poissons contaminés. Alors je ne sais pas où je vais pour le moment. Mon avenir est complètement incertain. C'est vrai que s'il n'y avait pas la radioactivité, je ne serais pas inquiet. Le vrai problème du nettoyage n'est pas dans la quantité, mais dans la teneur des débris. Une radioactivité qui s'insinue partout, visible nulle part. Incinération, enfouissement, stockage, tout pose problème. On ne se débarrasse pas ainsi d'éléments invisibles qui ont entre des dizaines et des milliers d'années de nocivité. Le problème insoluble du nettoyage met à jour le grand tabou de l'énergie nucléaire, celui qu'on repousse, qu'on cache sans cesse, le retraitement des déchets. Fukushima est contaminé. Contaminé par quoi? Ce que vous mesurez, c'est probablement uniquement les isotopes du césium, et ça s'arrête là. Les autres isotopes, ils sont également là. Le strontium, peut-être des fragments dérivés de l'uranium, avec du plutonium ou d'autres dérivés, ils sont là, mais sous forme de mini-particules qui s'élèvent avec le vent et les poussières et qu'on inhale et qui rentrent dans l'organisme. Tout ça, ça existe à Fukushima.車の乗り降りの時に大きな雨粒がポトリと袖に落ちる。放射能が物体となって私の袖に。放射能が私を見ている。私も放射能を見ている。後ろの車のクラクション。放射能、人類の幽霊。Extension infinie du domaine de la lutte. La radioactivité vient des montagnes, de l'air, de la mer. Elle se diffuse par le vent et les rivières, par la pluie. De nouveaux mots se répandent et sont sur toutes les lèvres comme des particules tueuses. Les produits de la fission, césium, iode, strontium, les produits gazeux, xénon, krypton, ceux qui se propagent facilement dans l'atmosphère. L'enjeu maintenant, repérer le danger, le circonscrire, se protéger. Dans les régions contaminées, le mythe de la sécurité nucléaire s'est depuis longtemps volatilisé. Si l'eau s'accumule à nouveau après la décontamination, je crains que la radioactivité n'augmente encore. Qu'en pensez-vous? Je pense que vous allez devoir décontaminer de manière répétée. Par exemple, dans les endroits où il y a des enfants, dès que vous constaterez une hausse des taux, il faudra décontaminer. C'est la seule solution.
C'est la réalité du combat contre la radioactivité. Alors, qu'est-ce que vous conseillez concrètement? Que devons-nous faire maintenant? D'abord, il faut que vous ayez une idée de l'étendue de la radioactivité. Et vous devez également mesurer le rayonnement dans l'air. Vous devez savoir que la contamination des sols se répercute d'abord sur les récoltes. Ensuite, ce qui a une incidence directe sur le corps, ce sont les rayonnements. Alors il faut mesurer ces doses de rayonnement. Et ces mesures vous serviront à établir des tracés géographiques que vous devez garder. Vous connaîtrez ainsi les endroits hautement radioactifs. Et s'il y en a, il faut les éviter. Pour le reste, il faut faire des relevés réguliers un peu partout. Les enregistrer et dès qu'il y a une remontée de la radioactivité, il faut décontaminer. Je crois que c'est la méthode la plus efficace en termes de prévention. Comment mesurer l'incommensurable? Calculer l'incalculable? Il y faut une cartographie improbable, un quadrillage quasi illimité, où plane comme un spectre le mystère des petites doses dont jusqu'à l'heure actuelle, nul expert n'est en mesure de dire le degré de nocivité. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de connaissances sur les conséquences à long terme de la contamination à faible dose. Car pour l'explosion atomique d'Hiroshima et Nagasaki, il s'agissait d'une irradiation unique, à forte dose. Dans le cas de Tchernobyl, nous avons compris que le problème, c'est l'irradiation interne, et qu'elle est surtout provoquée par l'alimentation. Aujourd'hui encore, la pollution de l'environnement se poursuit, et avec elle la contamination interne des individus aussi. Des études faites en Biélorussie doivent encore permettre de comprendre comment cette contamination à faible dose continue d'irradier une fois entrée dans l'organisme, comment le corps réagit, quelles maladies sont provoquées. Ces études sur le long terme ne peuvent être menées qu'à Tchernobyl. C'est terminé. Tu étais patiente, c'est bien. Attendez un peu. Je vous donne le résultat tout de suite. Alors, d'après les résultats, l'iode est à 0, le césium-134 est à 5,56, le césium-137 à 0. C'est possible d'avoir 0 partout? Oui, c'est possible pour certaines personnes. Dans ce cas, tout est à 0? Oui, c'est très rare, mais il y en a. Donc, si on regarde les résultats, globalement, tout est très bas. Il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Une fois ingéré, combien de temps ça reste? Pendant 2 ans? Il y a des traces pendant 60 jours. Si vous évitez la nourriture contaminée, ça disparaîtra. Il faut en tout cas faire attention à l'alimentation. La situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement me fait dire que nous sommes entrés dans une ère nouvelle. Une ère de la radioactivité. Les produits agricoles de Fukushima ne sont pas vendus en dehors de la région. Mais l'accident qui s'y est produit a également pollué toutes les régions voisines. Or, la production agricole de ces régions ne subit aucune restriction à la vente. Malheureusement, je pense qu'on a très certainement aggravé l'ampleur de la catastrophe en propageant la contamination dans tout l'archipel. On assiste à la fois à une pollution au niveau local et à sa propagation. Cela signifie qu'il va y avoir des victimes même là où on ne s'y attend pas.
Le constat est accablant. Le paysage ravagé nous interroge sur la faillite d'un système. L'accident de Fukushima a été provoqué par le séisme et le tsunami du 11 mars. Mais les causes sont ailleurs. Elles résident dans les failles multiples de la gestion du nucléaire. Les risques ont été minimisés, les informations cachées. Au total, un coût financier, écologique, humain, exorbitant. En frappant, le séisme n'a fait que révéler les lézardes, les fissures, les failles d'un système dont l'arrogance n'avait d'égal que son aveuglement. Comment les Japonais arrivent-ils d'une part à revendiquer et à pratiquer un refus clair et net des armes atomiques et d'autre part à produire, comme si de rien n'était, des centrales nucléaires en quantité pour les répandre sur les îles japonaises sans se rendre compte que ces centrales sont vraisemblablement porteuses du même potentiel catastrophique. La question n'a pas fini de me tarauder. Comment a-t-il été possible d'opérer pareille dichotomie entre Hiroshima et Fukushima ? The United States would be more than willing. It would be proud to take up with others principally involved the development of plans whereby such peaceful use of atomic energy would be expedited. Against the dark background of the atomic bomb, the United States does not wish merely to present strength, but also the desire and the hope for peace. En créant l'atome pour la paix, le président Eisenhower était certainement conscient de la crainte générale dans le monde, particulièrement pendant les années 50, au moment où la course aux armements atteignait son apogée entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il était conscient que les États-Unis ne donnaient pas une bonne image simplement en faisant des bombes, encore des bombes, de plus en plus de bombes. Atome pour la paix s'inscrivait dans l'idée de présenter l'atome avec un terme utilisé par la propagande de l'époque et qui était « l'atome est notre ami ». On the first day of November 1955, the United States Atoms for Peace exhibition opened in Hibiya Park, Tokyo. America's ambassador to Japan, John M. Allison, conveyed a message from President Eisenhower that the exhibit stands as a symbol of our country's mutual determination that the great power of the atom shall be dedicated to the arts of peace. Matsutaro Shiriki, now chairman of Japan's Atomic Energy Commission, termed the exhibit an historic curtain raiser on the atomic age in Japan. Le président Eisenhower, en entrant en fonction à la fin de 1953,
était conscient que l'Union soviétique était en train de développer l'énergie nucléaire civile, commerciale, et essayait de vendre des réacteurs en Europe. Les milieux d'affaires américains ne voulaient pas que les soviétiques prennent l'avantage sur cette opportunité potentiellement très lucrative de vendre des centrales nucléaires. La radioactivité, tout comme l'argent, n'a pas d'odeur. Derrière ces images de propagande se devine en creux le revers de cet univers hypnotique. Les intérêts industriels, militaires et commerciaux de l'énergie nucléaire. Dans les magasins, la traçabilité est devenue le maître mot des habitants. Sur chaque emballage est indiquée la provenance des produits. On teste, on vérifie, on examine. On mesure la radioactivité de chaque aliment avant sa commercialisation. Une surveillance minutieuse, infinie, et à l'image de la catastrophe elle-même, interminable. La radioactivité, on ne la voit pas. Alors il faut la rendre visible. Il faut la mesurer, transmettre les résultats, donner aux gens des informations exactes pour redonner confiance aux consommateurs. Cet accident nucléaire, ça ne concerne pas que Fukushima. Nous devons tous prendre nos responsabilités parce que nous nous sommes laissés envahir par le nucléaire. Nous devons être unis et réfléchir ensemble. Nos aïeux ont planté pour nous des arbres dans les montagnes. Alors nous aussi, nous devons prendre soin de cette nature pour les générations à venir. Pour que nous puissions dans 30 ans, dans 50 ans, laisser aux enfants une terre où grandir, c'est notre devoir. C'est ce que je ressens profondément. Pour arriver à cela, on a beaucoup réfléchi.
Parce qu'il fallait trouver un moyen pour diminuer le césium. On a fini par comprendre qu'on pouvait l'enfouir en retournant la terre à l'aide du tracteur sur une profondeur de 30 cm. Avant ça, sur les 5 premiers centimètres de surface, il y avait jusqu'à 10 000 becquerels. Mais en labourant 3 fois de suite, en l'enterrant profondément, on a pu disperser le césium et le diminuer. Beaucoup d'agriculteurs ont abandonné leur métier à la suite de l'accident nucléaire de Fukushima. Ceux qui restent multiplient les solutions de fortune qui oscillent entre le subterfuge et le bricolage. La hantise de la radioactivité est partout. Dans le tumulte des rivières, comme dans la fraîcheur paisible des rizières. L'irradiation illustre bien le fait que les experts, aussi rationnels soient-ils, se trouvent sollicités d'une façon inadaptée au phénomène. En matière de contamination, les experts ont des théories et des approches très différentes, ce qui est d'ailleurs courant dans les domaines scientifiques. On échafaude des théories pour les réfuter ensuite. Et il y a des théories alternatives. Mais dans le cas de la contamination, il est clair que cela pose un problème de taille. Par exemple, les faibles degrés d'irradiation sont complètement négligés. Il y a très peu de chiffres sur la question. De même, il n'y a pratiquement aucune recherche sur les effets d'accumulation, parce qu'on a tendance à les individualiser et à se focaliser sur des phénomènes isolés. C'est bien ce qui donne à penser que la rationalité des experts bascule dans la contradiction. Bien sûr, j'étais terriblement inquiète. On avait déjà évacué une première fois, et quand on est revenu ici, surtout au début, j'étais vraiment angoissée. On ne comprenait pas grand-chose, on était dans la zone contaminée. Et je me suis vraiment demandé si j'arriverais à élever 4 enfants dans cet environnement. Et puis, peu à peu, les taux de radiation se sont stabilisés. On a commencé à contrôler notre nourriture. Et finalement, d'après les examens médicaux, notre taux d'irradiation interne était plus bas qu'on ne l'avait imaginé. Quand j'ai vu les résultats chiffrés, j'ai pensé que ce n'était pas la peine de tout abandonner pour recommencer ailleurs. Ça, on nous l'a donné après le tremblement de terre. Un petit peu après. Et je l'ai sur moi tout le temps. Avant, c'était en plastique, mais ils nous l'ont changé. Maintenant, c'est en verre. Ça prend tout le temps des mesures. Ça sert à mesurer les radiations.
On va essayer de faire le plus régulièrement possible des contrôles de la thyroïde et des taux de contamination interne. En ce qui concerne le césium, je pense que bientôt on en saura un peu plus, grâce aux études scientifiques. À ce moment-là, nous pourrons vérifier nos résultats médicaux pour savoir s'il y a lieu de s'inquiéter. Maintenant, on doit apprendre à vivre en recueillant des informations auprès des médecins et en surveillant nos analyses médicales. J'ai été très impressionné par l'audace et l'engagement des femmes japonaises. Et beaucoup plus de retenue et de dégagement chez les hommes. Et en fait, c'est normal. Quand vous pensez que dans la société, la femme se sent responsable de l'enfant qu'elle portera ou de l'enfant qu'elle élèvera. Donc, ces femmes sont engagées et ces femmes ne laissent pas passer les détails. Ils ne se moquent pas de ce qui s'est passé. Donc, j'ai beaucoup admiré les femmes, leur courage, leur engagement et leur capacité de poser les bonnes questions. Parce que, c'est-à-dire avec une curiosité saine sur des problèmes importants. Dès que j'en aurai l'occasion, je partirai. J'ai toujours ça en moi. Il y a des circonstances qui m'obligent à rester. Et je suis entourée par des gens avec qui j'ai envie de poursuivre mes activités. Mais j'ai toujours cette pensée qu'un jour, si j'en ai l'occasion, je pourrai partir. J'ai peu d'espoir, mais comme je suis ici, je ne peux pas rester passive. Alors, je m'efforce de faire tout ce que je peux pour protéger mes enfants. Il faut que j'y arrive. Et voilà, ça fait déjà 1 an et demi. Mais en moi, rien n'est résolu. J'essaie juste de continuer. Quand je pense à mes 2 fils, je me demande vraiment si on peut rester ici. Je ne pense pas à moi, mais d'abord et continuellement à mes enfants. Je m'interroge sur leur alimentation, les légumes, le riz, l'eau, chaque chose qu'ils vont manger. Et quand ils sont dehors, la poussière, la terre, je leur demande de ne pas se baisser, de ne pas s'accroupir, de ne pas s'asseoir par terre. À force de me faire du souci et de répéter toujours les mêmes choses, je finis par ressentir une grande fatigue. Après 1 an et demi, il y a une part de moi qui veut oublier tout ça. Mais comme on ne peut pas bouger d'ici, mes fils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas changer d'école, ils ne veulent pas quitter leurs amis et ils me demandent de rester. C'est si fort chez eux que nous n'avons pas pu partir. Mais en revanche, je suis angoissée pour leur santé. Je suis toujours tourmentée, à la fois inquiète et indécise. Un jour, ils ont fait venir Mickey ici pour montrer au reste du Japon que oui, Fukushima allait très bien, qu'on se relevait. Ils faisaient une sorte de campagne médiatique pour la région. J'étais très réticente, mais en tant que puéricultrice, j'ai quand même emmené les enfants. Et arrivée sur place, j'ai mesuré la radioactivité. Là où je devais les faire asseoir, on était à 10,6 microsieverts. Je dois participer aux activités que l'administration organise alors qu'elle ne fait rien pour nous. Et puis, j'ai 2 filles de 17 et 24 ans. J'ai dû leur demander de ne pas avoir d'enfants. Je me sens tellement déchirée pour elles. Parce que certainement, leur santé sera affectée plus tard.
Alors j'ai décidé de me battre contre l'administration. Si je ne le fais pas, je serai encore plus torturée. Fukushima は私たちです。私たちは福島です。避難する皆さん、身を切る辛さでふるさとを離れていく皆さん、必ず戻ってきてください。福島を失っちゃいけない。東北を失っちゃいけない。夜の深さに、闇の広さに、未明の冷たさに耐えていること、私は一生忘れません。明けない夜はない。先ほどまで街並みだったところが海になってしまっています。Les journalistes des masses médias ont le sentiment de faire partie de l'élite. Dans cette profession, nous sommes tous les jours en contact avec des dirigeants politiques, des responsables économiques ou financiers, des grands patrons de sociétés, car ce sont eux qui sont nos sources d'information. Et à force de côtoyer ces milieux, nous avons commis l'erreur de croire qu'on faisait partie de leur monde. Au moment de la catastrophe, nous avons invité des experts de la question nucléaire sur les plateaux de télévision. Nous avions choisi ces spécialistes justement parce qu'ils faisaient partie de l'élite du nucléaire. Ils étaient au cœur du système et on était persuadés qu'ils nous donnaient des informations correctes. En quelque sorte, nous avons été complices. Mais plus tard, nous avons réalisé que nous nous étions complètement trompés. Tous ces experts n'avaient pas du tout évalué la gravité de ce qui se passait et nous avons donc diffusé des fausses informations. Face à cette situation imprévisible de la catastrophe, ils n'ont pas su l'analyser. Et ils nous ont raconté n'importe quoi. Nous avons beaucoup à nous reprocher. Et on peut dire que nous aussi, nous faisions partie de la nucléocratie. Soutenir Fukushima ne consiste pas seulement à encourager ses habitants. Ce soutien ne prendra tout son sens que si nous n'avons de cesse de réfléchir à notre civilisation nucléaire. Je déclare que Fukushima est toujours malade. Dans un contexte où il n'y a plus d'argent et où on ne sait toujours pas si TEPCO sera capable d'intervenir, je veux souligner que si concrètement rien n'est entrepris, la centrale de Fukushima, quotidiennement sujette à des tremblements de terre, risque de mettre Tokyo en péril. Avec la construction d'une centrale nucléaire, c'est le grand luxe, le temps d'une génération. Juste une génération. La population augmente, on construit de nouvelles routes partout. C'est l'opulence pendant 30 ans. Mais après ça, ce qui reste, ce sont des tonnes de déchets radioactifs. Et il n'y a pas d'endroit où se débarrasser du combustible usagé au Japon. Alors oui, si vous pensez seulement à votre génération, oui, construisez des centrales. L'homme se heurte à des difficultés pour gérer le nucléaire. Ce n'est pas impossible.
Mais fondamentalement, ce n'est pas compatible avec la démocratie. Quand le Premier ministre Naoto Kan a décidé de fermer la centrale de Hamaoka, il n'a pas pu le faire par une procédure légale. Il a dû décider seul et engager sa responsabilité personnelle. Ce fut la même procédure quand il a demandé aux équipes de la centrale de rester sur place au moment de l'accident. C'était en contradiction avec les principes des droits de l'homme. C'est pour cela que je pense que l'énergie nucléaire ou les armes nucléaires sont inévitablement inconciliables avec une transparence, avec la démocratie. Seul un pouvoir fort au-dessus des lois serait en mesure de l'administrer. は戦争の前は Le Japon d'avant-guerre a sacrifié beaucoup de ses citoyens. La population était alors éduquée pour trouver ça normal. Tout comme le pouvoir trouvait normal d'ordonner aux Japonais de donner leur vie pour leur pays. Mais heureusement, le Japon d'après-guerre a bien sûr évolué. Nous n'avons plus affaire à de telles situations. Alors, lorsqu'il a fallu ordonner à TEPCO que du personnel reste sur les lieux de l'accident, je tiens à dire que les ouvriers ont vraiment fait preuve de courage en risquant leur vie. Mais c'est à ce moment-là que je me suis vraiment posé des questions. Je me suis demandé jusqu'où je pouvais, à titre personnel, et jusqu'où je devais, en tant que Premier ministre, leur demander de rester sur place. Ce fut vraiment très lourd. Bien avant l'accident nucléaire, il y a 10 ou 20 ans, les compagnies d'électricité ont acquis un statut bien particulier, différent du statut des autres entreprises du secteur privé. Elles ont pris la forme d'entreprises privées, mais elles avaient un pouvoir qui allait bien au-delà. Elles ont décidé de fixer arbitrairement le prix de l'électricité en fonction des marges bénéficiaires souhaitées. D'une certaine manière, cela me rappelle le pouvoir des militaires du Japon d'avant-guerre. En effet, les compagnies d'électricité ont réussi, sans qu'on s'en aperçoive, à réduire au silence toute opposition. Pour ne pas avoir à verser d'indemnité, le gouvernement a abandonné Fukushima. C'est pour cette raison, et uniquement pour une raison économique, qu'il a renoncé à sauver des vies. Et aujourd'hui, vous savez comme moi que des gens vivent dans des zones où ils continuent d'être irradiés tous les jours. Le pays a abandonné une partie du Japon. Les irradiés sont ignorés par le gouvernement, mais aucun Japonais ne les a oubliés. Nous exigeons que l'on fasse quelque chose pour eux, et nous sommes très en colère. C'est pour ça qu'il y a tant de monde ici aujourd'hui. Il faut maintenir l'élan de ce mouvement, parce que cette fois, si cette contestation est écrasée, je pense que c'est la fin du Japon. Le problème de Fukushima n'est même pas résolu. On n'a même pas les conclusions de l'enquête. Je suis furieuse que dans ces conditions, ils osent parler de redémarrage de centrale. Je n'ai jamais manifesté jusqu'à aujourd'hui, mais cette fois seulement, je suis prête à risquer ma vie pour ça. Je suis venue faire savoir que je suis contre. C'est mon devoir de dire non. Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là. L'alimentation de Tokyo aussi est contaminée.
Les adultes n'ont plus qu'à consommer en connaissance de cause. Mais les enfants et les futures mamans, comment vont-ils pouvoir échapper à ça? Le Japon, l'archipel tout entier est dans une impasse. Tous, nous devons prendre conscience que nous sommes dans une situation insupportable. Nous vivons dans un monde de mépris. Et nous tous ici aujourd'hui, nous en avons conscience. Nous devons combattre les projets du gouvernement. Je pense que l'on peut réussir à dépasser le mépris des nucléocrates et ainsi nous libérer de la terreur du nucléaire. En vous voyant tous ici réunis, du fond du cœur, j'en suis convaincu. Ce n'est que de l'électricité. Et juste pour cette électricité, faut-il vraiment mettre nos vies en danger? Garder le silence après Fukushima est un acte de barbarie. En une cinquantaine d'années, on a construit un véritable empire nucléaire au Japon. Heureusement, je n'ai jamais été complice de tout cela, bien qu'indirectement. J'en ai aussi sans doute profité, et je le regrette aujourd'hui. Il y a bien d'autres moyens de produire de l'électricité, comme utiliser l'énergie éolienne, hydraulique, solaire et bien d'autres encore. Si on met toutes les énergies les unes à côté des autres et qu'on les compare, et si on considère les risques liés à l'atome, c'est une aberration d'avoir choisi d'emblée le nucléaire. L'expérience du 11 mars m'a fait beaucoup réfléchir. Concernant le nucléaire, j'ai opéré un virage à 180 degrés. Puisque le nucléaire est aux mains des hommes et qu'il y a toujours le risque d'une erreur humaine, la sécurité absolue n'existe pas. L'unique sécurité, c'est de ne pas avoir recours au nucléaire. C'est de ne pas avoir de centrale nucléaire. C'est ma conclusion. C'est mon petit-fils. Au pied des montagnes, la radioactivité se concentre. Alors on tâche de vivre quand même sous le joug des dosimètres, derrière la muraille dérisoire des bouteilles d'eau, censées absorber les éléments radioactifs. Nous parlons sans relâche avec les parents. Par exemple, pour supporter la chaleur cet été, on s'est demandé tous ensemble si on pouvait mettre les enfants à la piscine, les faire jouer dans l'eau. Ce genre de discussion, nous en avons tout le temps. Pour les récréations aussi. On a décidé que les enfants pourraient rester à l'extérieur 30 minutes par jour. Nous nous sommes mis d'accord en essayant de trouver un juste milieu entre la sécurité des enfants et leur bien-être.
C'est comme ça que nous faisons pour chaque journée. On n'a pas de normes, personne ne sait rien, personne ne peut prétendre à une sécurité absolue et nous ne sommes jamais complètement rassurés de ce que nous faisons. On s'efforce de vivre normalement chaque journée. Vivre ici, c'est essayer au jour le jour de vivre au mieux, en cherchant un équilibre entre maîtrise et compromis. La catastrophe est un arbre qui pousse, dit-on à Tchernobyl. Mais parfois, entre les branches des cerisiers de Fukushima, apparaît un espoir. Celui qu'enfin, devant l'ampleur du désastre, sa dangerosité extrême, son absurdité économique, des voix nombreuses se lèvent pour se faire entendre. Voilà, c'était Le Monde.